ce soir la séance de la rentrée. C'est la 6e séance sur cette thématique de la frontière qu'on a explorée depuis janvier dernier. Les premières séances, les 5 premières séances étaient plutôt, se développaient plutôt sur la question des limites, des franges, des marges, des murs. Et avec ces 3 dernières séances de la 2e partie du cycle, on parlera plus de questions de franchissement, de seuil, de passage, de déplacement. Avec donc cette séance qui est vraiment une séance qui s'articule entre les 2 précédentes et puis les suivantes, et puis une prochaine séance avec Bernard Plossier autour de la marche, et une dernière séance avec Mehdi Medassi sur les questions, qui tournera aussi sur la question du port. Je suis vraiment heureuse aussi qu'on accueille l'auteur d'un ouvrage sur la porte qui est vraiment dans Pascal Diby, qui est vraiment dans notre thématique. Donc, je vous présente rapidement nos 3 invités, puis je leur passerai la parole dès que possible. Andrea Eichenberger est née au Brésil, à Florianopolis. Elle vit et travaille à Paris et au Brésil, donc elle se partage entre les 2 pays. Après des études d'art, elle a soutenu une thèse de doctorat en anthropologie visuelle réalisée entre le Brésil et la France. Son travail se caractérise entre autres par un dialogue permanent entre art et anthropologie, photographie, vidéo, images et écrit. Elle place la question de la rencontre, de l'échange avec l'autre, au cœur de ses recherches et de ses pratiques artistiques. En 2013, elle a été lauréate du prix Funarte, attribué par la Fondation nationale des arts du ministère de la Culture brésilien, avec le projet, je prononce très mal, Translitoranea. Et en 2012, elle a reçu le prix UPP Dupont Découverte. Donc UPP, c'est l'Union des photographes professionnels, à Paris, avec le projet Insécurité, 2 projets qu'elle nous montrera tout à l'heure. Son travail a été exposé dans de nombreux musées, en France et à l'étranger, dans des centres culturels, au festival, au Brésil, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, en Chine, en Inde et plusieurs fois en France. Et ses travaux font partie de collections publiques, principalement au Brésil. Michel Poivert, que nous accueillons une nouvelle fois avec le plus grand plaisir. Merci Michel. Michel Poivert est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où il dirige l'école doctorale d'histoire de l'art. Critique, commissaire d'exposition, il est directeur de la rédaction de la revue Études photographiques. Il a bien sûr publié de très nombreux ouvrages que je ne vais pas vous énumérer, mais je citerai parmi ceux-ci cette brève histoire de la photographie, essai qui vient de sortir aux éditions Azan en 2015. La photographie contemporaine, parue chez Flammarion en 2010, L'image au service de la Révolution, parue en 2006 aux éditions Le Point du Jour. Et donc Michel Poivert prépare un ouvrage sur les peintres photographes pour les éditions Masno. C'est pour quand ? Printemps, je pense. Printemps. On est impatients. Parmi les très nombreuses expositions qu'il a organisées, je rappelle notamment La Région humaine au Musée d'art contemporain de Lyon en 2006, l'événement Les images comme acteurs de l'histoire au Jeu de Paume à Paris en 2007, Gilles Caron, Le conflit intérieur au Musée de l'Élysée à Lausanne en 2013, Nadar, La norme et le caprice au Multimedia Art Museum de Moscou en 2015. Et donc Michel Poivert prépare une prochaine exposition Construction, apparition, à la Galerie Particulière à Paris et à Bruxelles. Et c'est donc avec une attention amicale que Michel Poivert suit notre programme photo et vidéo depuis ses origines à la Cité de l'Architecture. Je tiens donc à le remercier très chaleureusement pour ses interventions passionnantes et sa présence très éclairante. Pascal Diby, que nous sommes aussi très heureux d'accueillir. Pascal Diby est écrivain et professeur d'ethnologie à l'université Paris Diderot Paris 7, où il co-dirige le pôle des sciences de la ville. Son parcours universitaire, si je ne me trompe pas, a débuté par des études d'histoire, ce qui est important aussi dans votre démarche. Il est notamment l'auteur d'un travail à long terme qui a fait référence. C'est une étude ethnologique d'un village de Bourgogne, son village natal, effectuée à près de 30 années de distance. Un travail qui a été publié en 2 fois, donc en 79,
Le village retrouvé, ethnologie de l'intérieur, et en 2006, dans la collection de Terre humaine, le village métamorphosé, révolution dans la France profonde. Et dans ce travail, vous avez à la fois une approche empirique et une analyse très documentée de ce village, du milieu paysan qui est confronté à l'avancée de la ville dans les années 80. Pascal Diby est l'auteur de très nombreux livres dans lesquels il associe l'écriture romanesque et sa connaissance profonde de l'ethnologie. J'attire notamment l'attention, puisqu'on est ici à la Cité de l'Architecture, sur cet ouvrage « L'ethnologie de la porte, des passages et des seuils », paru en 2012 aux éditions Métayer, un ouvrage passionnant qui va donc très, très fortement intéresser les architectes, ainsi que l'ethnologie de la chambre à coucher, publié en 1987, un ouvrage pour lequel il reçoit le prix de sociologie Henri Dumaret de l'Académie française, et un ouvrage qui a été traduit en 15 langues. Je rappelle aussi La tribu sacrée, ethnologie des prêtres en 93, et La passion du regard, essai contre les sciences froides, j'aime ce titre, chez Métayer, donc en 98. Donc Pascal Diby dirige les collections Traversée et Suite Sciences aux éditions Métayer, ainsi que la collection Carnet de voyage aux éditions de l'Aube. Il a aussi réalisé plusieurs films documentaires, dont un sur Pierre Verger. Donc on va faire la transition avec Andrea, puisque Pierre Verger est un photographe français qui a adopté le Brésil en quelque sorte. Voilà, je vous passe la parole. Merci. Bonne soirée. Merci Aude, bonsoir à tous. Alors je vais faire un petit peu l'animateur pour lancer à la fois la présentation du travail d'Andrea et puis les remarques, les interrogations, les questions que Pascal aura envie de lui poser. Si ça fonctionne bien, on va pouvoir projeter, et comme on se l'est proposé à nous-mêmes, parce que je pense que ce sera peut-être le plus simple pour le public, c'est que les 4 travaux que nous allons présenter, nous allons les projeter d'une manière un petit peu rapide dans un premier temps pour que vous en preniez connaissance, peut-être en donnant quelques éléments clés, puis ensuite on reviendra, j'allais dire image par image, sur ce qui nous importe de développer. Simplement, je signale qu'on aura donc 4 opus qui ont été produits quasiment en 4 années, et ça vous donnera aussi, je pense, la mesure de l'intensité de ces quelques années qui viennent de passer. On a parlé d'un travail de recherche universitaire, mais 4 années, pratiquement à chaque fois un projet, même s'il y a eu des entrecroisements, des chevauchements, ce qui montre aussi, Andrea, ton dynamisme. Le premier qui est commencé en 2011, a pour titre en français « Insécurité ». Donc je vais montrer quelques images, et puis peut-être nous dire, voilà, en 2011, on n'a peut-être pas souligné, mais il faut le dire quand même que Pascal Diby était le directeur de ta recherche de doctorat, donc vous voyez beaucoup à cette époque-là. Voilà. Donc peut-être nous donner quelques éléments sur le début de ce projet qu'on va regarder rapidement pour y revenir. J'ai commencé cette série justement au moment où je finissais mon doctorat. J'avais hâte de faire quelque chose au niveau de la photo, et j'allais souvent dans ma ville au Brésil. Il y avait quelque chose qui me dérangeait beaucoup, c'était les transformations urbaines liées à l'insécurité dans la ville. Donc je me disais que ça pouvait devenir quelque chose au niveau photographique. Donc je commençais à faire des photos. Et tout de suite après la fin de mon doctorat, je me suis vraiment investie dans cette série que j'ai développée avec une amie anthropologue. Et c'est un travail vraiment des frontières disciplinaires, parce que j'essayais d'aller vers la photo, l'art, d'imaginer ce travail dans des espaces de diffusion de l'art, mais aussi avec un caractère anthropologique assez affirmé. Donc on a fait vraiment une ethnographie. On a vu plusieurs habitants de la ville, on a discuté avec eux par rapport à toutes ces transformations, comment ça influençait leur vie. Et donc, à la fin, ça s'est présenté comme ça, un travail qui a réuni les 2 disciplines. Quelle ville ? Florianópolis, c'est une ville dans le sud du Brésil, dans l'état de Santa Catarina. C'est une ville qui n'est pas très connue en France. C'est tout au sud. C'est l'avant-dernier état au sud du Brésil. Tout à l'heure, on va voir une carte
qui apparaît dans la série suivante. Et là, je vais pouvoir vous montrer où ça se trouve. Dans la présentation que Aude faisait de toi, elle rappelait que Florianopolis est ta ville d'origine. C'est donc pas par hasard que c'est le lieu aussi du... Alors je ne sais pas s'il faut appeler ça une transition, un basculement entre le travail plus traditionnellement scientifique et une proposition photographique qui, selon tes propres propos, vont vers le lieu de l'art. Ça n'aurait pas pu être ailleurs qu'à Florianopolis? C'est parce qu'il y a une expérience de vie, une origine, une très bonne connaissance? En fait, je pense que ça joue aussi. Aujourd'hui, on voit ces phénomènes un peu partout dans le Brésil. Avant, c'était que dans les grandes villes. Aujourd'hui, même dans les petites villes, les gens ne se sentent pas tout à fait en sécurité. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui pouvait être fait n'importe où, mais pour moi, il y avait plus de sens que ce soit fait là-bas, parce que c'était ma ville. J'ai grandi dans cette ville. Au début, quand j'étais petite, il n'y avait absolument rien. Il y avait des murs très bas ou même pas. Et là, de plus en plus, ça augmentait. C'était des murs de plus en plus hauts, des barrières électriques même. Donc, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et je fais ce travail en pensant à amener une espèce de conversation avec les gens de la ville. C'était plutôt dans l'idée de lancer des questionnements par rapport à tout ça. Comment on est en train de vivre aujourd'hui et pourquoi. Pascal, vous aviez connaissance de ce projet à l'issue de plusieurs années de doctorat. Comment Andrea est arrivée à une proposition photographique, à un travail plus personnel? Je pense qu'elle a surtout commencé son travail bien avant sur la question de l'enfermement, sur la question de la fermeture, puisqu'elle a fait un travail sur une réserve des Indiens Guarani, pas très loin de chez toi d'ailleurs. Mais ça m'a frappé, ta première photo où on voit cette fille avec des barbelés derrière. On se demande, est-ce qu'elle est sortie de la réserve ou est-ce qu'elle va y rentrer? Et je crois qu'il y a j'avais pas percuté que dans ta thèse, il y avait cette question de l'enfermement. Ce que j'avais retenu, c'était ta grande sensibilité à la quotidienneté, je dirais inscrite dans des espaces où les gens finalement existent parce que justement ils se renferment un peu sur eux. C'est un peu la résistance des Indiens d'une certaine façon. Et ça allait vers l'ouverture, bien entendu, tout ton travail va vers ça, mais c'est déjà une thèse d'anthropologie visuelle au sens où ton fil conducteur, enfin, c'était double lecture, il y avait à la fois le texte, comme le réclame l'Académie, elle a fait son texte, mais j'allais dire c'était secondaire par rapport au travail qu'il a travaillé, c'est-à-dire la photo, et dans le fond, elle a fait tout un récit photographique de cette aventure qui a été un véritable chemin, en fait, de la sortie de Florianopolis, parce qu'il fallait en sortir de cette ville, et pas trop loin non plus pour des raisons familiales. Il fallait en même temps essayer de travailler la photo. Alors tu as trouvé des moyens assez formidables. Elle s'est faite embaucher comme institutrice. Ils se sont rendus compte qu'elle était meilleure en photographie peut-être. Et elle est devenue la photographe officielle des Indiens Guarani. C'est ça, hein, des Guarani. Guarani, pardon. Et à ce moment-là, je pense que ça a déclenché quelque chose chez toi qui était présent, bien entendu, puisque déjà tu existais comme photographe, mais je pense que c'est quelque chose qui a dû travailler de l'intérieur. Et que peut-être justement ces histoires de fermeture, donc qu'est-ce qu'il y a derrière ces grilles, qu'est-ce qu'il y a là, quels intérieurs sont non montrés. Moi j'ai toujours cette question-là quand je regarde tes photos, c'est bon d'accord, ils veulent pas qu'on pénètre, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils ont derrière eux? Et à chaque fois, il y a quelque chose derrière. Là même qu'il soit de dos, on se demande d'où il est vu. Et les autres qu'on voit de face, on se demande ce qu'il y a derrière eux aussi. Enfin, c'est un peu ce sentiment. Donc, ce que je voulais dire et qui a été très bien dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, tu suis ton chemin, tu fais ta trace. Et je dirais, derrière une sensation peut-être d'aller lentement, en fait, tu vas extrêmement vite. Et les sujets s'enchaînent les uns des autres, mais dans une logique absolue, qui n'est pas forcément réfléchie de ta part, mais qui s'inscrit, je crois qu'on le verra justement dans le travail, il y a une vraie direction, une vraie perception, peut-être non exprimée encore, de ce que tu es en train de rechercher, peut-être. Et en fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, on discutait un petit peu avant la séance, et c'est quelque chose que je me suis
pas rendu compte, vraiment. En fait, ce sujet-là, je l'ai choisi, mais c'est quand même quelque chose qui m'est tombé dessus, c'est quelque chose qui me dérangeait. C'était ma ville qui s'est transformée et je me disais non, il faut en faire quelque chose. Mais après, les autres sujets qui ont ces liens avec la fermeture, c'est des choses qui me sont tombées comme ça, par surprise, vraiment. Alors moi, je vais bien sûr faire la voix d'historien de la photographie ou du critique photographique. Quand tu décides de faire ces images, j'allais dire tout simplement comment tu t'y prends, quelle est la relation sur le terrain. Est-ce que dans une atmosphère qui semble, on le comprend, de plus en plus sécuritaire, on fait des photographies à la sauvette, on est au moyen format. Bon, c'est-à-dire comment tu fais de la photographie sur ce projet pour qu'on t'imagine un peu te promener dans ces allées où chacun est un peu chez soi. En fait, quand je commençais ce projet, je me disais qu'il fallait quand même faire quelque chose qui sorte un petit peu des images qu'on avait l'habitude de voir. Les images qu'on a l'habitude de voir, c'est les images qui sont à la télé et qui montrent beaucoup de violence, et qui montrent que de la violence, qui montrent les voleurs, les assassins. On ne montre pas vraiment les gens qui vivent tout ça, ou qui ne le vivent pas. C'était ça une question aussi. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se protéger comme ça? Parce que là, c'est vraiment extrême. C'est avec tous ces quartiers complètement fermés, tout ça. Et donc, je me suis dit qu'il fallait le prendre autrement. Donc, prendre l'image par le côté des gens. Donc, ça, c'est un peu l'anthropologie qui vient aussi. C'est l'envie d'aller voir les gens, c'est l'envie de les parler. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de mettre de la vidéo dans ce travail aussi, parce que j'avais besoin des voix, j'avais besoin d'entendre ce que les gens avaient à dire par rapport à tout ce qu'ils ont vécu concernant ces éléments de sécurité dans leur vie. Donc, dans les photos, il y a plutôt une recherche, pas forcément pas une recherche d'un événement, mais une recherche d'une ambiance, de quelque chose qui se passe dans la vie qu'on n'arrive pas vraiment à expliquer. On voit bien, on signalait la force de cette première image tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu deux régimes d'images. On a des images qui sont très descriptives, où on prend presque une information en plein visage, qui traitent le sujet, et puis d'autres alors qui sont très clairement quasiment allégoriques, ou dont certains éléments sont très allégoriques. Je pense à la cage de l'oiseau qu'on a vu tout à l'heure, qui vient redoubler le phénomène de l'encagement, je ne sais pas si on peut dire ça, des habitants. Alors quand on a une formation en sciences sociales et humaines, cette question où à un moment donné il faut se libérer, il faut faire parler l'imaginaire pour créer des images qui vont en dire un petit peu plus simplement que le constat. Comment on les choisit, comment on les fait, ces images qui sont plus métaphoriques? C'est ça aussi l'envie de se positionner dans cette zone des frontières, on peut dire, entre les deux disciplines. Au début, j'avais vraiment du mal parce que quand j'ai décidé de faire vraiment de la photo, j'entendais des gens me dire « mais ça, c'est pas des photos de photographes ». Surtout les photographes me disaient ça. Et après, les anthropologues me disaient « mais ça, c'est pas des photos d'anthropologues ». Et j'avais vraiment du mal avec ça. Et puis je me suis dit, mais c'est peut-être là, c'est peut-être ça l'intérêt de ce genre d'image. C'est justement cette chose indéfinie. Il faut assumer ça peut-être. Donc j'essaie d'assumer ça dans mes images, surtout dans cette série-là. Et voilà, j'ai poursuivi. Alors, parce que ce ne sont pas des photographies d'anthropologues, vous êtes Non, c'est pas du tout des photos d'anthropologues, et c'est pas peut-être des photos de photographes, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai que d'anthropologues, on aurait tendance à attendre des photos qui sont explicatives en tout cas témoins d'un fonctionnement d'une culture, par exemple. Mais bon, d'une certaine façon, ce que je constate, c'est quand même ta propre ville que tu as photographiée, c'est-à-dire que tu la connais de l'intérieur. Et c'est peut-être pour ça, justement, que tu t'es mise sur le seuil
et que tu t'es mise, je suppose que ces maisons, ces lieux, ces fenêtres, ce tournant avec ce chien, c'est peut-être des choses de l'ordre du quotidien pour toi, et que tu les as revisitées justement avec ton œil d'anthropologue et ta sensibilité de photographe, où cet homme en vélo, il est désarmé par le vélo, si je puis dire, et en même temps, il fait partie de cette architecture de défense et de guerre qui a envahi les villes brésiliennes, enfin certaines villes brésiliennes, même pas mal. Et donc, comme je sais que tu connais cet espace, moi je pense que la photo, une fois de plus, est extrêmement chargée de ton savoir justement sur ces lieux. Et c'est la question justement pour toi, je dirais même dans ta démarche personnelle, tu as une... Comment est-ce que je pourrais dire? Tu as une sensibilité, tu as une retenue apparente, et dans le fond, tu as une façon de passer les seuils très particulière, même quand tu rentres dans une pièce. Enfin, je t'ai vu beaucoup rentrer dans des pièces au laboratoire ou autre, et je pense que là, justement, c'est pas une mise à distance, c'est justement un respect du seuil qui va être franchi, sachant que le seuil est toujours chargé. Et ces photos de seuil, parce que finalement c'est ça que tu nous montres, nous redisent qu'on ne franchit pas un seuil impunément ou qu'il n'est pas aménagé de façon indifférente. Et je trouve que c'est justement ce qui ressort de là, de ton travail, c'est de nous dire que c'est pas tellement la fermeture qui compte, c'est je dirais, c'est la façon dont on va se renforcer pour que l'autre ne puisse pas passer. Parce que tu l'as dit tout à l'heure, c'est assez symbolique. Mais on peut toujours rentrer, c'est pas un problème. Même un chien, il suffit de l'endormir et on passe. Enfin, il y a 1000 histoires où les chiens ne sont pas nécessaires, si je puis dire. Donc, moi, ce qui m'intéresse justement dans ton travail, c'est comment tu armes ta photo d'une certaine façon. C'est-à-dire comment elle s'inscrit dans une défense qui n'est pas celle des gens, presque, c'est presque la tienne. Il y a quelque chose comme ça, où la sensibilité fait qu'on se dit, mais ce chien, il va la mordre, ou est-ce que tu l'as domestiqué parce qu'il n'a pas l'air spécialement agressif, et en même temps, on se doute qu'il a des mâchoires qui caressent pas trop. Donc, il y a cette dimension comme ça du travail sur le seuil, moi, qui me paraît extrêmement intéressant. Et j'ai constaté que voilà, il y a des portes. Il y a souvent des portes. Il y a beaucoup de portes. Mais cette porte, elle est transparente. C'est-à-dire qu'elle est, effectivement, c'est une porte en verre. C'est une défense en verre, en réalité. Et là, ça pose effectivement toutes les questions de l'impossible franchissement, malgré la possibilité de s'y projeter, si je puis dire. C'est-à-dire la retenue. Et la retenue, c'est toi qui es dans la retenue aussi, peut-être. D'ailleurs, c'est marrant de t'arrêter sur cette image qui pourrait être un autoportrait, puisque la résidence à Amsterdam, tu as vécu ensuite en post-doc pendant presque un an à Amsterdam, bien après cette image. Donc c'est quand même une image prémonitoire, pourrait-on dire. Mais c'est vrai que cette question des seuils est une question éminemment photographique, puisque c'est la question de la distance. Hein, à quelle distance on est pour faire une image? Doit-on se rapprocher? De combien? Finalement, à quelle échelle on travaille et dans quelle relation avec le sujet. En regardant ces premières photographies, où il y a du fait du sujet, du fait aussi peut-être de l'accord que te donne le modèle, on va l'appeler le modèle, la personne pour se tenir. Je sais qu'à cette époque-là, même si j'ai découvert ton travail en train de se faire, tu t'interrogeais beaucoup sur tes références photographiques que tu étais en train de te donner, de te forger, et notamment voilà, la question du document, hein, qui était finalement la notion passage entre un travail photographique de type artistique et un travail de type scientifique. Voilà, qu'est-ce que tu regardes pour commencer à te fabriquer ton univers de référence photographique autour de 2010, on va dire, grosso modo? Oui, non, c'est quelque chose qui a été vraiment très important. Bien sûr que ça m'a touchée quand on m'a dit ça, c'est pas des photos de photographes. Donc, je suis allée chercher dans l'histoire de la photo et voir ce qu'on faisait. Je connaissais un petit peu parce que j'avais fait des études d'art avant d'aller en anthropologie, mais j'avais pas étudié à fond l'histoire de la photo. Donc, j'ai commencé à regarder ce qu'on faisait, et ce qui m'intéressait surtout, c'était au niveau de la photographie documentaire, bien sûr, le côté anthropologique qui revient.
Et donc j'ai regardé beaucoup le travail de Walker Evans, par exemple, c'est quand même une grande référence. Et cette question de la frontalité qui amène à une certaine neutralité et qui nous fait penser à quelque chose de documentaire, mais toujours en essayant d'amener ces petites ambiances pour que ça reste pas qu'à ce niveau-là. Est-ce que je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as vu cet homme au cerbère, la photo précédente avec les 2 chiens? Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que pour moi, c'est une image extrêmement parlante, mais pour d'autres raisons. En fait, dans ce travail, il y a plusieurs personnes que je ne connaissais pas du tout. La photo d'après, c'est l'amie anthropologue avec laquelle j'ai travaillé, qui s'est mise en scène comme ça. Bon, elle avait énormément des clés chez elle, et donc je me suis dit, bien, tiens, faut qu'on te photographie aussi. Et celui d'avant, en fait, c'était une des personnes qu'elle connaissait, parce on a vu des gens qu'on connaissait, des gens de notre entourage, des amis, des gens de la famille, et on a vu aussi des gens qu'on ne connaissait pas du tout. On passait dans les rues et où il y avait des maisons super protégées avec des gens devant. On commençait à discuter avec les gens et il y en avait qui nous accueillaient. Et donc lui, c'est un policier. C'est quelqu'un de sa famille. Et donc il est toujours avec ses chiens, avec son arme, qui ne montre pas là, mais... Donc en fait, il y a ça, c'est visuellement, il y a cette question de s'arrêter au seuil, mais je ne m'arrête pas en fait, j'y rentre et je passe pas mal de temps avec les gens, et souvent avant les photos. Et c'est pour ça qu'il y a les vidéos aussi. Je me suis dit que c'était intéressant de mettre les 2 types d'images en parallèle. Eh bien, à ce stade, on peut peut-être regarder justement la vidéo de quelques minutes, qui est un extrait d'entretien, peut peut-être présenter. Oui, en fait, il y a plusieurs interviews. Pardon, il y a plusieurs interviews, et là, j'en montre 2, où les gens racontent un petit peu comment les éléments de sécurité rentrent dans leur vie et qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à ça. Et donc, à chaque fois, c'est vraiment des conversations. Je posais la caméra sur un pied. Et avec mon amie anthropologue, on se mettait chacune d'un côté et on essayait de vraiment discuter avec la personne. Donc des fois, il y a nos voix qui apparaissent. Mais bon, c'est réduit. Donc c'est 8 minutes de film, si on peut le voir, s'il vous plaît. Meu nome é Marcos Feminella, tenho 30 anos, sou músico, moro aqui em Capoeiras desde que eu nasci e minha casa está cheia de grade. Eu tenho uma vaga lembrança de ter o muro de casa, mas não com essas cercas em cima, né? Provavelmente começou quando meu pai colocou quando algum ladrão entrou em casa, alguma coisa assim, porque a gente já teve casos, né, de levarem bastante coisa aqui de casa, né? Ah, é? Uhum. Era criança? Eu era criança, então criança que eu não lembro, né, quando que foi colocado, né? Uhum. Mas o episódio do ladrão? Então, daí eu lembro também vagamente, devia ter, sei lá, 10 anos, alguma coisa assim. E hoje pra mim é normal, eu não, nem penso mais nisso, sabe? A gente chega, abre o cadeado, entra, fecha o cadeado e tudo normal. Aqui eu moro só com minha mãe, né? E a gente não... Aqui até que anda tranquilo, assim, ultimamente, né? Mas... meu pai, ele mora em outra casa e mesmo lá ele se protege bastante, né? Ele tem... Lá ele não tem grade, mas ele tem um muro alto, né? Tem alarme na casa, então ele está sempre de olho.
Aqui eu aprendi a deixar mais solto mesmo. Não tenho ouvido muitos relatos assim de roubos. Assim. Mas o portão da casa de vocês nunca fica sem cadeado? Não, nunca fica. Porque muita gente às vezes bate pedindo alguma coisa, a gente não sabe se essa pessoa realmente está precisando das coisas que está pedindo ou se de repente está, né, sei lá, estudando a casa para ver uma maneira de entrar, sabe? A gente nunca sabe, né? A gente tem... No fundo a gente é desconfiado, né, como todo mundo, né? Tu te sentes protegido com a casa assim? Me sinto protegido, mas tipo, não 100%, né? A gente sabe que se quiserem podem pular o portão de alguma maneira, existem meios, né, para fazer isso. Né? E o cachorro, vocês têm há muito tempo? A gente sempre teve cachorro, mas tipo, quando eu comprei o Bruce, ele tipo, não foi para isso, não foi para proteger a casa, mas como ele é um cachorro grande, acaba que protege, né? Afasta um pouco o pessoal, né? Ele late bastante, né? Marcos, e para ti o que é estar em segurança? Estar em segurança é ter a certeza que a gente não vai ser violado, né? Que a nossa liberdade não vai ser violada. Ou que roubem coisas nossas. Né? Isso está em segurança. E tu te sentes em segurança na cidade? Sim, me sinto em segurança. Não sei se é por causa dos lugares que eu frequento, dos horários. Tu tomas cuidado em relação a isso? Não chego a pensar especificamente, tipo, não vou andar nessa hora, nesse lugar. Assim, não chego a desviar os meus rumos por causa disso, sabe? Não sei. Talvez a área em que eu vivo, o que eu penso em passar, não precise pensar nessas coisas. Né? Meu nome é Lilian Goulart, eu sou carioca, moro em Florianópolis. Eu vim para Florianópolis em 94, estou morando aqui desde 99, porque em 95 eu viajei, depois eu voltei somente em 99. Quando eu optei por morar em Florianópolis, foi pensando em termos de segurança, porque no Rio de Janeiro havia muita violência, naquela época dos arrastões, e aqui em Florianópolis era bem tranquilo. As casas não tinham muro, ou então o muro era bem baixo, ninguém tinha preocupação nenhuma com essa parte de segurança. Mas depois começaram a aparecer, assim, as pessoas diziam que a casa foi assaltada, e o fulano foi assaltado, então nós começamos a ter uma preocupação com segurança. A primeira coisa é mudar o muro, né? Colocar um muro mais alto, colocar um portão com chave, colocar a grade nas janelas. Foram as primeiras modificações. A proteção da Nossa Senhora, que está ali no muro, sempre uma proteção divina, uma santa. E também um cachorro, acho que o cachorro também é importante, porque ele assusta as pessoas. Ou ele só coloca, ele impõe a presença dele, né? E como eu acho que os assaltos aqui em Florianópolis, pelo menos por enquanto, assim, no bairro, não é bem um assalto, é roubo, né? Eu não sei muita diferença entre roubo e assalto, mas eles entram na casa quando a casa está vazia, quando não tem ninguém. E são coisas assim, que eles aproveitam a facilidade. Se existe facilidade para entrar, eles entram. Então, coloquei grade, tem o meu cachorro aqui que espanta. Acho que Esses aparatos começaram a aparecer na casa há muito tempo, há pouco tempo, saberias? acho que a partir de 99, acho que nós já tínhamos assim, né? Já começamos a colocar. Até acho que 98, por aí ainda
os muros eram baixos. Na casa do meu irmão não tinha muro e a janela da frente era uma janela bem baixa, assim, de uns 30 centímetros de altura, uma janela enorme, sem nada, sem grade. Então não tinha muro, não tinha grade na janela. E assim, os pedidos entravam, chegavam na janela para pedir um pão, uma comida. E agora tem grade na janela, tem portão alto, tem grade no muro. Então acho que tudo mudou mais ou menos a partir dessa data de 99, 2000 para cá. Lilian, alguém entrou já aqui nessa casa ou tu te sentiste em algum momento ameaçada de algum modo? Aqui não. Lilian, o que é para ti estar em segurança? É você viver assim, viver relaxado, sem pensar, né? Sem estar pensando todo o tempo. Eu tenho que fechar a porta, cuidado, né? Se vou dormir, ter aquela preocupação de fechou a janela, fechou a porta, está trancado. Ou quando sai de casa, será que vai ficar tudo bem? Quando a gente não tem essa preocupação, é porque a gente está em segurança. Et voilà des personnages un peu inattendus, parce que c'est vrai que dans notre imaginaire un peu stéréotypé, là on voit de la sécurité, on pense à l'autodéfense, on voit des types avec des chiens, bref, des gens impossibles et irascibles. Et puis là on voit un musicien extrêmement décontracté, une dame très sympathique et élégante. Le choix de ces interlocuteurs, qui sont presque des acteurs, qui se mettent à un moment donné, très simplement d'ailleurs, à se représenter eux-mêmes, voilà, comment on les trouve? En fait, comme je disais tout à l'heure, certaines personnes je connaissais. Ces musiciens, il habite dans ma rue, donc c'est un ami d'enfance. Mais la dame, je ne la connaissais pas du tout. C'était dans ces incursions qu'on faisait dans la ville pour repérer des maisons très protégées. Et on a vu cette dame qui était très sympathique, avec laquelle on a discuté beaucoup de temps et qui nous a invités à rentrer chez elle. On ne s'était jamais vu. Et donc c'est ça qui est intéressant dans ce travail aussi, c'est que les gens ils se protègent de l'autre, mais on arrive, on nous fait conscience, on nous laisse rentrer. On pourrait être quelqu'un qui va regarder un petit peu, voir ce qui se passe dans la maison pour qu'on vienne voler après. Mais donc c'est un rapport très très étrange, parce que les gens ils ont peur, mais en même temps ils ont envie de s'ouvrir à l'autre. Donc ça reste dans cette ambiguïté. Mais ça c'est très brésilien aussi comme rapport justement à l'ouverture, à la fermeture. C'est pas tellement le rapport au privé, c'est le rapport justement à l'extérieur. Et ça me frappe, moi je vais beaucoup à Rio, donc je vois bien comment l'habitude est de s'enfermer, alors qu'à Paris, je ne m'enferme pas. Si je suis chez moi, je ne m'enferme pas à clé. Et quand les copains viennent à Paris, ils ferment tous les verrous de ma porte. Quand ils dorment, on se marre, parce que c'est pas par peur, c'est par habitude. Mais statistiquement, il y a un risque, effectivement, d'être visité si on n'est pas là, ou même si on est là. Il y a toujours des rumeurs, notamment des rumeurs urbaines qui traînent. Donc, ces gens-là sont inspirés ils sont nourris. Même si c'est arrivé une fois aux musiciens quand il était tout petit, toutes les familles ont connu au moins un vol. Donc on sent que ça s'est inscrit aussi dans le rapport à l'autre et dans le rapport à l'espace aussi, où c'est des fermetures symboliques, mais c'est des fermetures en dur quand même. Le Brésil, c'est le seul endroit où je trouve encore des portes comme elles ont existé jadis, c'est-à-dire la nuit à Rio, je mets une barre en fer derrière la porte et derrière les volets. On m'a demandé de le faire, donc je le fais. Mais et en fait, ça s'est toujours fait jusqu'à ce qu'on commence à s'enfermer avec le développement de l'urbanisme et du monde qui s'est accumulé aux portes de chez soi, d'une certaine façon. Et alors là, dans ces espaces-là, c'est quand même des fermetures très propres aussi. Je veux dire, c'est en bon état, c'est pas du repoussoir, c'est simplement de la protection presque symbolique, comme on disait tout à l'heure. Et les gens ont intégré dans leur façon de vivre, cette obligation à se sécuriser pour avoir la sécurité de savoir qu'on est enfermé. Mais on sait très bien que s'ils veulent rentrer, tout le monde sait que s'ils veulent rentrer, ils peuvent rentrer. Il y a 1000 façons de rentrer dans une maison. Et comme on disait avant, au Moyen-Âge ou en Grèce, c'est pas la porte qui ferme. Parce que les voleurs rentraient, quand c'était des maisons pisées, ils passaient par le mur, ils poussaient pas la porte.
Et aujourd'hui encore, dans nos histoires de portes blindées, même si on revient sur la sécurité, il y a eu des études qui ont été faites extrêmement intéressantes là-dessus, c'est que plus la porte est blindée, moins les gens qui habitent les espaces sont diplômés. C'est-à-dire que c'est vraiment la question du savoir, enfin de la peur de l'autre plutôt qui fait blinder la porte. Et pour un voleur, plus la porte est blindée, plus elle est facile à défoncer. Parce que maintenant, ils ont des presses hydrauliques qui poussent très facilement les portes. Et comme la porte blindée est inscrite dans le mur avec 1000 façons, donc le mur est très fragile, il suffit de la pousser pour qu'elle tombe. Donc une bonne porte, c'est la porte traditionnelle en bois, en chêne, qui est beaucoup plus difficile à enfoncer en réalité, quoi. Donc le progrès, je dirais, là aussi du voleur va avec le volé, et ils ont des outils qu'il faut pour ouvrir tout ce qu'ils veulent. Donc la sécurité, ça n'existe pas, mais ce que tu montres dans tes photos, justement, cette espèce des espaces qui sont presque aseptisés aussi, quand tu nous présentes ces endroits-là, est-ce que c'est parce que là, on a écarté le risque, ou est-ce que c'est justement qu'en étant à la fois dans le blanc, parce que c'est quand même un ensemble plutôt blanc, avec la transparence même de la porte en verre, il y a quelque chose qui fait que, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le désir de rencontre aussi qui prime dans ce monde brésilien. Et moi, je pense que ça n'empêche pas les gens de parler, ça ne les empêche pas d'être à la fenêtre. Et on verra dans d'autres photos que, effectivement, dès que tu vas en Amazonie ou ailleurs, la vie se passe à la fenêtre, quoi. Mais je rebondis sur quand Andrea, tu m'avais invité pour aller enseigner quelques jours à Florianopolis, où j'ai vu effectivement ce que Pascal dit, c'est que c'est très propre. Et tu m'expliquais que c'est un marché, la sécurité, et que en fait il n'y a pas. Enfin, tu m'expliquais qu'il fallait faire attention, etc. Mais je me pourquoi même dit parce qu'en fait il n'y a pas de police. Oui. C'est ça qui est très intéressant. Pourquoi les gens se protègent? C'est parce que le politique a abandonné la police, et donc c'est chacun pour soi. Et donc ça m'a beaucoup rassuré d'ailleurs. Mais c'était intéressant de voir que tout le monde avait un petit peu le même système de risque. Donc il y avait des entreprises qui vivaient sur l'absence en fait de prise en charge de la sécurité publique. C'est aussi donc on est dans les images. Les images racontent aussi cette espèce d'industrie de la grille où tout le monde a les mêmes, plus c'est haut. Tu me disais que tous les ans ça montait aussi. Et bientôt, la grille, comme la voiture blindée, d'ailleurs au Brésil, sont des signes extérieurs de richesse. On va s'échapper, parce que, si je puis dire, parce que le projet qui est plus un projet, qui suit la réalisation, ça va être aussi une question de frontières, mais alors tout à fait différente, intitulée Translitoranea. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Je vais passer quelques images. Translitoranea, c'est quelque chose... là, j'ai laissé la recherche de côté. C'était vraiment... on peut dire pour le plaisir. Ça faisait presque 10 ans que j'avais quitté le Brésil, même si j'ai fait des allers-retours constants, 2-3 fois par an. Mais à chaque fois que je reviens au Brésil, je reste dans ma région. Et j'avais vraiment cette envie de connaître mon pays, que je ne connaissais pas, que j'ai commencé à connaître ici en France, parce qu'ici on rencontre des Brésiliens qui viennent de partout. Et là, je voyais, non, mais on est vraiment très différents et il faut que je connaisse mon pays un petit peu quand même. Et il y a une histoire personnelle avec cette route, c'est que, donc là, si tu peux revenir sur la carte, s'il te plaît, celle d'avant. Voilà, donc en fait, route translitoranéenne. Voilà, c'est toute la route et moi, j'habite dans le sud. Est-ce que je vais retrouver? C'est pas par là? C'est un peu plus haut, là. Florianopolis, on n'arrive pas à lire. Mais voilà, donc c'est dans cette partie étroite, encore, à peu près au milieu. Et toute la famille de ma mère, elle vivait au sud de Florianopolis, et la famille de mon père au nord. Et mon père, il a des origines suisses, donc très strict, toujours, bon, si on va faire une chose, il faut faire cette chose, il faut rien faire d'autre. Et donc j'ai toujours eu envie de m'arrêter, pendant ces voyages, d'aller voir les petits villages, de m'arrêter au bord de la route pour voir les choses. Et j'avais jamais le droit. Et donc là, je me suis dit, vu que maintenant je compte voyager, je vais faire cette route pour m'arrêter et je vais la faire en entier.
Donc, c'est une route qui longe tout le littoral du nord au sud. Elle a 4500 km environ. Et elle traverse 12 États brésiliens. Donc, je fais ça avec mon compagnon, Alex, qui est là. Et on a pris environ 3 mois. On a fait en 3 voyages, en fait. Donc, les 2 premiers voyages, on a fait à notre compte. Donc, on est parti de Florianópolis, on a fait tout le sud. Après, on a fait le trajet entre Florianópolis et Rio de Janeiro. Et avec ça, j'ai envoyé un projet au ministère de la Culture brésilien. Et là, j'ai eu un prix pour finir le projet, faire une exposition, un catalogue. Et donc, c'est Michel qui a travaillé avec moi dans cette exposition et dans le catalogue. Alors le résultat, vous le voyez, c'est pas tout à fait le road trip qu'on pourrait imaginer, puisque ce sont des images extrêmement calmes, mais des images de rencontres, de détails, de lieux. Est-ce que ces images sont légendées, par exemple, géographiquement, ou est-ce que tu les as laissées en liberté? En fait, elles ont des coordonnées géographiques, des coordonnées GPS. À chaque fois, j'ai noté les coordonnées GPS. Il y a les noms des gens aussi. Et il y a ce côté documentaire qui revient, mais en même temps, cette ouverture que j'essaie d'avoir en exploitant les ambiances. Et donc, pour sortir un petit peu de ce côté documentaire, justement, dans la carte, je n'ai pas fait une carte qui note les lieux, mais qui note les noms des gens que j'ai rencontrés. Donc, c'est la carte des rencontres. Il y a les noms de toutes les personnes que j'ai photographiées le long du voyage. Donc, il y a toujours... c'est quelque chose qui j'arrive pas forcément à expliquer, mais qui est là. Le documentaire, il vient s'installer, mais il y a toujours une ouverture à quelque chose d'autre. Donc là, Pascal, c'est une cartographie des rencontres. Là, on retrouve un tropisme d'ethnographe. C'est un carnet. Un carnet, En voilà, fait, c'est un exactement. carnet de terrain photographique. Je ne sais pas, est-ce que tu as pris des notes ou est-ce que tu as pris que des notes photographiques? Non, j'ai fait un blog que j'ai nourri pendant le voyage. Il est en portugais, mais j'ai raconté les petites histoires que les gens me racontaient. Donc, si vous allez sur mon site, si on a qui lisent le portugais, il y a l'adresse du blog où vous pouvez retrouver les histoires des gens que j'ai rencontrés. Et toutes ces rencontres, alors, valent en tant que rencontre, en tant que moment et en tant qu'image. Mais lorsque tu m'as donné l'occasion de voir, on va dire, pas l'ensemble, mais presque, de ces images, toutes les images n'avaient pas, et je dirais pas le même intérêt, puisqu'elles elles sont une aventure. Mais d'un point de vue photographique, il y avait des images qui étaient plus puissantes, et surtout, il y avait des images qui dialoguaient entre elles de manière plus directe. Et il y avait des jeux qu'on retrouvait, comme cette image que j'aime tout particulièrement, où on a un jeu de ricochet à l'intérieur de l'image qui est absolument incroyable, sur l'usage, sur le culte, sur la présence, sur la féminité. Est-ce que tu t'étais donné, comme le font certains photographes, un protocole, par exemple? Est-ce que à chaque rencontre, il fallait d'une certaine manière parvenir à un type de représentation? Non, pas exactement un type de représentation à chaque rencontre, mais en fait, je voulais justement explorer cette diversité qui existe au Brésil, diversité culturelle, diversité religieuse, diversité géographique. Donc, c'était vraiment quelque chose... Je suis allée vraiment avec cette liberté de recevoir les choses, qui est un peu ce qu'on apprend en anthropologie aussi, d'aller voir et se laisser imprégner par les choses du monde, par les gens qu'on rencontre. Donc c'était vraiment ça, mais avec cette volonté de voir ces différences. Donc là, on va voir cette dame, c'est une dame elle était à l'extrémité de la route, elle a 109 ans.
Et c'était je ne sais pas comment on dit ça en français, les femmes qui lavent le linge. Lavandière. Lavandière, ouais. Lavandière. Lavandière. C'était une lavandière, c'était la lavandière la plus connue du coin. Et donc avec ses traits africains très forts, elle avait des ancêtres qui avaient été esclaves. Donc tout ça, c'était des choses qui m'intéressaient vraiment de voir un petit peu ces différences et voir comment ces gens voient le monde. C'est vraiment... c'est quelque chose qui m'a touchée vraiment de voir que voilà, on est dans un même pays, mais on est tellement différents et bon, on est en France, c'est ça déjà, mais dans un pays comme au Brésil qui fait 16 fois la France, c'est vraiment impressionnant et j'ai voulu me laisser imprégner par tout ça. Mais tu as voulu faire un voyage photographique, c'est ça ton voyage. L'idée, c'était de faire un voyage photographique. Est-ce que ton idée, c'était systématiquement de trouver la photo qui te rappellerait une des villes, des villages rencontrés, ou tu t'es laissé plutôt emmener par ce qui s'est proposé devant ton appareil? Enfin, je veux dire, il y a la chance et le hasard qui vont jouer. C'est un peu ça. Oui. Oui, j'étais un peu dans ces anti-photos touristiques. Oui. On ne retrouve pas des lieux qu'on voit dans des cartes postales, par exemple. Et c'est les rencontres, vraiment. Des fois, je passais 2-3 heures avec une personne pour faire une photo. Donc, c'était le portrait, là, il est vraiment il rentre comme une trace d'une rencontre. C'est la rencontre qui est le plus important, en fait. Et qu'est-ce qui fait que tu prends cette femme, par exemple, dans la porte, dans l'embrasure de la porte? C'est dans un hôtel où on s'est arrêté. Et donc, le lendemain matin, elle était là en train de faire les lits. On a commencé à discuter. Elle était vraiment sympathique. Parce que tu sais qu'il y a des sociétés où c'est un tabou absolu de s'arrêter sur le pas de la porte ou entre la porte, justement. C'est un tabou total, oui. Punissable de mort. Donc ça veut dire qu'elle peut parler sur la porte. Voilà. Et elle était contente parce qu'elle n'avait pas de portrait d'elle dans son lieu de travail. Donc, et il y a ça aussi. J'envoie les photos aux gens. Après, je prends leur adresse et j'envoie les photos. Donc ça peut-être que ça motive les gens aussi à participer. Je ne sais pas. Des fois, j'arrête et je demande. Là, par exemple, c'était des travailleurs qui se reposaient un peu. Et donc, je me suis arrêtée et j'ai demandé de faire la photo. Mais des fois, c'est des rencontres fortuites. Je suis dans un café au bord de la route, il y a quelqu'un qui commence à discuter. C'est ça, au Brésil, on ne se connaît pas, juste parce qu'on est l'un à côté de l'autre, on commence à discuter. Donc, des fois, c'était ça. À partir d'une petite conversation, il y avait une photo qui se faisait. Photographiquement, parce qu'on n'a pas précisé, mais je trouve que c'est important, puisque pour ceux qui regardent tes images, ils sont confrontés, si je puis dire, à des carrés, jusqu'à présent tout le temps. Tu travailles au moyen format, au Rolleiflex. Un Hasselblad. Un Hasselblad, pardon. Et donc ça veut dire aussi une certaine façon de faire de la photographie dans la relation à l'autre. C'est-à-dire que c'est pas la photographie volée, jamais. C'est pas non plus la lourdeur de la chambre et le caractère ultra technique de la prise de vue. Et c'est un peu entre les deux. Mais on est vraiment photographe avec un Hasselblad au moyen format. Ça, c'est un choix d'être aussi cette photographe-là? Oui, c'est un choix parce que, en fait, ça me dérange un petit peu d'avoir un appareil photo devant les yeux. Je pense que pour le portrait, ça casse un peu. C'est pas la même chose d'avoir un appareil photo là, parce que le moyen format, on l'a devant nous comme ça et on regarde par le haut. Donc, on a le visage libre pour parler avec la personne. Donc, et avant que la photo se fasse, comme c'est de l'argentique, il faut régler, ça prend un certain moment. Et je pense que ça devient une espèce de rituel. Et j'arrive pas à voir les mêmes portraits quand je fais avec un appareil photo devant le visage. C'est pas la même chose.
C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les petits numériques, on a l'écran derrière l'appareil, ça peut faire un peu le même effet. Mais c'est quand même quelque chose d'avoir un gros appareil photo. On sait que c'est du vieux, c'est de la pellicule, ça a un coût. Et donc, ça donne une certaine valeur à l'image. Et je pense que ça change beaucoup de choses. On peut pas être un touriste quand on est équipé ainsi, en fait. C'est une autre position. Et je pense que c'est comme tu dis, c'est un photographe professionnel, ça fait du vrai travail. C'est rigolo parce que dans certains endroits, j'ai rencontré des gens qui ne voulaient pas être photographiés parce qu'ils avaient peur que je revienne plus tard pour vendre la photo. Donc il y avait une dame qui me disait, mais on est venu chez moi, on a pris des photos de mes enfants et après on est venu le vendre. Je n'ai pas voulu acheter, on a voulu déchirer la photo devant moi, j'étais obligée de la prendre. Donc, il y a ça, il y a ces rapports de valeur qui jouent un petit peu aussi, je pense. Mais ils ne sont pas inondés de portraits et de photos, parce que maintenant, avec les portables, on se prend en photo toutes les 5 minutes. Je ne sais pas si c'est vrai dans ces régions-là, mais... Dans ces régions-là, pas tout à fait. Ouais, il y a une des photos où on a 2 personnes avec un couple avec 2 portraits d'enfants à la main. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces enfants? Ils étaient au bord de la route, le couple avec les photos. Et donc, je me suis arrêtée pour voir, bien sûr. Et donc, c'était des photographes qui vont dans des petits villages où les gens n'ont pas d'appareil photo, il n'y a pas de photographe. Ah, et ils vont vendre des photos. Donc, ils prennent les enfants en photo et quelques jours après, ils reviennent avec les images. On a remarqué dans ce corpus-là alors je dirais à la fois des scènes et des caractères des personnages, vraiment des personnages et des scènes qui sont souvent extrêmement belles, de couple, de tendresse, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation. Par exemple, ces jeunes gens, tu les as côtoyés un certain temps, c'est une rencontre, on parlait de hasard, mais là il y a une douceur dans cet enlacement du couple. Comment est venue cette image en fait? Cette image, elle est un peu particulière parce que lui, c'est mon cousin. Il vit sur la route. Il vit sur la route. C'est le fils du frère de ma mère. Donc, ça faisait partie du voyage que je faisais quand j'étais petite. Vous aviez le droit de vous arrêter, voir le cousin quand tu étais petite ou pas? Ah non, mais on allait chez eux. Ah oui, vous alliez chez eux, d'accord. C'était pour aller chez eux. D'accord. Et ils vivent vraiment au bord de la route. Bon, avant, il n'y avait pas cette route. Et donc, c'est mon grand-père qui vivait là déjà. Et on a mis la route et ils sont restés. Donc, ils sont vraiment pas très loin de la route. Et donc là, c'est lui et sa compagne. Voilà. D'accord. Mais quand même dans une position très, très intime, très particulière, très, très sensuelle. Et ça, tu leur as demandé comment ça s'est passé? À quel lieu on est dans la vision de la rencontre ou de la documentation? Oui, il faut dire que photographiquement, des fois, on s'impressionne par des petites choses. Et j'étais vraiment... Ces tatouages-là, ça m'a sauté aux yeux parce que je l'avais toujours vu avec un t-shirt et là, quand j'ai vu ça, je dis ça peut faire pas mal dans une photo. Et voilà, donc j'ai proposé de faire la photo comme ça. C'est des prénoms d'hommes, non? Sa famille, en fait. Sa mère, son père, ses frères. Sur un parchemin. Au Brésil, on voit beaucoup de tatouages comme ça. Des fois, c'est les noms des personnes de la famille. Des fois, c'est carrément les visages des gens. Voilà un autre couple. Alors cela, c'est une rencontre ou c'est la famille? Ça, c'est des gens que je ne connais pas du tout. Ça, c'était dans les derniers États au nord-est. Et... je me suis arrêtée, ils étaient comme ça devant leur maison, on a commencé à discuter. Je suis restée, je pense, 3 heures avec eux. Combien? 3 heures. Et j'ai connu leur fils, leur petite fille. Leur petite fille, elle est dans la photo aussi, c'est une gamine en vélo. Et j'ai trouvé vraiment intéressant que ce soit le mec dans les hamacs comme ça. Normalement,
Dans des images comme ça, on voit la femme un peu sensuelle, couchée, le mec debout à côté. Là, c'était l'inverse. Donc, je leur ai demandé de prendre la photo comme ça. Et on a des images qui sont, non pas des portraits, mais alors, comment sont pensées, au moment où tu les fais, ces images qui parlent de l'espace et non pas de la rencontre? Il y a quand même cette dimension de la route et de la mer, translitoranea. C'est une route qui longe la mer, donc il fallait que la mer apparaisse quand même de temps en temps. Et là, ce qui m'a attiré l'attention, c'était on a l'impression que c'est l'image dans l'image. Ouais, bien sûr. Donc, C'est le cadre. C'est un peu ce que Walker Evans disait par rapport aux aménagements inconscients. On met les choses en place, le photographe passe, il le voit et voilà, c'est prêt à photographier, c'est un peu ça. Comme ça aussi. Parce que les rencontres, on les fait avec les humains, puis on les fait avec les choses, les lieux, les situations, les arrangements inconscients. Ça aussi, c'est des rencontres. Et là, c'est aussi quelque chose qui parle un peu de la diversité religieuse au Brésil. Ça a probablement été un petit rituel afro-brésilien. Après, on a cette femme avec tous ses traits catholiques. Et là, l'indigène qui veut se présenter. En fait, quand je suis arrivée, il n'avait pas ses... Non. Et il était habillé comme ça. Et quand je lui ai proposé de faire la photo, mais il faut que je me prépare. Donc, il est allé chercher son diadème et voilà. C'est ça aussi, c'est de passer un moment avec les gens pour faire le portrait vraiment en négociation. J'essaye de ne pas m'imposer. Ça, c'est une question qu'on essaye de développer beaucoup en anthropologie aussi. Comment représenter l'autre? Et je pense que dans la négociation, il y a quelque chose d'intéressant parce que la personne, elle a sa place là-dedans aussi. Mais par exemple, tout à l'heure, il est allé chercher son diadème. Est-ce que là, l'ouvrier a souhaité apparaître en soudeur avec son casque de soudeur? Parce que ça produit bien sûr une image d'une extrême puissance. En fait, j'ai fait 3 photos. La première photo, il n'a pas le casque. La deuxième photo, je lui ai demandé s'il pouvait mettre le casque. Donc, il met le casque, mais ouvert. Et donc, mais j'avais trouvé vraiment puissant ce casque fermé et je lui ai proposé est-ce qu'on peut faire une photo avec le casque fermé? Donc il a rigolé, il a trouvé drôle que je veuille le photographier comme ça. Et donc je l'ai fait. Mais après, je lui ai envoyé la photo où son visage apparaît. Ça, c'est un santé? Non. Non, ça c'est un... En portugais, on dit andarilho. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Un vagabond, peut-être, oui. Ça faisait 20 ans qu'il marchait. Il connaissait le Brésil entier en train de marcher. L'histoire qu'il m'a racontée, c'est que son père étant décédé, il s'est disputé avec son frère à cause de l'héritage. Et son frère a essayé de le tuer. Donc, il a donné un coup dans sa tête, mais il a réussi à survivre et à s'échapper. Et depuis, il n'est plus revenu chez lui. C'est un héros. Ouais. Alors, on poursuit. Alors, je ne sais pas d'ailleurs si on poursuit géographiquement. Non, là, on est en train de... par rapport à la carte, on n'est pas en train d'avancer. Les images elles-mêmes ont trouvé leur propre économie. Voilà, les images, elles ne suivent pas la géographie en fait. Ça va vraiment dans. En fait, c'est ça aussi. Ces 2 séries qu'on a vues là, Insécurité et Translitoranea, elles n'existent pas en forme de livre. Donc, elles sont
elles sont volantes en fait. À chaque fois, je change un petit peu l'ordre. Et il y a des images qui peuvent revenir encore, qui sont même pas utilisées. Là, c'est le choix qu'on a fait pour l'expo au Brésil. Mais il y a plein d'autres images. On avait environ 300. Magnifique exposition avec un choix extrêmement de scénographie extrêmement sobre. Hein. Là, c'est à Florianopolis. Voilà, c'est ça. Et il y avait 30 photos dans l'exposition. On ne pouvait pas mettre plus que ça par question de budget. Et donc, j'ai envie d'en faire un livre, mais je pense que pour le livre, il y aura beaucoup plus d'images. Et c'est ça aussi la différence, c'est que dans la série qu'on va voir après, Squat, c'est que là, ça a été pensé dès le début dans la forme de livre. Alors, on va regarder Squat et on va revenir peut-être sur les problématiques de seuil, d'enfermement. Là, on a pris un grand bol d'air, mais Squat, on est en 2013. Et tout à l'heure, on était dans le pays et la ville d'origine. Et là, tu vas nous dire où on est avec Squat. Donc Squat, ça a été, comme j'ai dit, construit vraiment en forme de livre parce que j'avais besoin du récit, j'avais besoin de raconter une histoire. C'est un livre autour de ma voisine. En fait, quand je suis arrivée dans le bâtiment où j'habite aujourd'hui, il y avait une dame qui, à l'époque, avait 85 ans et qui vivait toute seule. Elle avait une fille qui habitait dans une autre ville, mais elle ne se voyait pas beaucoup. Et ça me touchait. En fait, ça, c'est ma porte. Et sa porte, c'est celle de devant. Donc, c'était vraiment une voisine des paliers. Et donc, je l'ai un peu adoptée. C'est peut-être mon côté brésilien. Voilà. Donc, je la voyais souvent. J'allais prendre des cafés avec elle. Je faisais un gâteau. Je lui donnais un petit bout. Je sortais les week-ends. Je passais la voir avant de sortir pour faire un petit coucou. Donc, on a vraiment créé un lien d'amitié. Il était très très proche de moi. Et quand je suis partie, tous les ans, je pars en fin d'année au Brésil pour passer les fêtes avec ma famille. Et je partais. Et elle était vraiment vraiment triste parce que ça faisait 6 mois qu'elle sortait plus. Elle marchait pas très bien. On est au 2e étage sans ascenseur, donc elle pouvait plus descendre et monter les escaliers. Et donc elle sentait vraiment que c'était la fin là, et moi aussi. Et donc 15 jours avant que je revienne en France, au mois de février 2013, elle est décédée. Et quand je suis arrivée, il y avait sa fille qui était venue pour récupérer l'appartement. Et sachant que l'appartement où je vis aujourd'hui avait été squatté avant que j'arrive, elle avait peur qu'on squatte l'appartement de sa mère. Et donc elle m'a demandé de garder l'appartement, d'ouvrir une fenêtre, d'allumer une lumière de temps en temps. Et donc je me suis dit que c'était moi qui allais faire un squat photographique, pour raconter un petit peu cette histoire qu'on a vécue ensemble, raconter un petit peu son histoire à elle. C'est quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses quand même. Elle est décédée à 90 ans et elle a vécu pendant plus de 50 ans à Paris. Et donc j'avais vraiment besoin du récit pour cette histoire. Et donc j'ai commencé à prendre des photos et à écrire en même temps. Et donc à la fin, c'est devenu un petit livre qui montre des images de cet appartement et qui raconte son histoire, notre histoire. Alors, tu racontes quoi ? Tu racontes quoi justement ? Parce que si tu nous montres le temps, tu montres des choses très précises, j'ai vu. Qu'est-ce que par exemple là, tu nous racontes quoi ? Donc j'essayais de montrer un petit peu ce qu'elle vivait dans cet appartement. C'était beaucoup d'attentes, c'était des longues attentes. Elle avait plus de montres, d'horloges chez elle que des pièces, en fait. Il y avait 2-3 horloges dans le salon, il y avait dans la chambre, il y avait dans la cuisine. Et
Et donc j'essaie de, avec les images, de montrer un petit peu les lieux la table, elle était toujours autour de la table, ou à la fenêtre, en train de regarder par la fenêtre. Donc c'était un peu cette ambiance que je cherchais à explorer. Mais c'est pas vraiment un relevé. On parlait tout à l'heure de la forme du carnet. Là, est-ce qu'on peut dire que c'est un livre, mais est-ce que c'est un album, une sorte de... Parce que ça retrace pas la vie de quelqu'un, c'est plutôt son univers, on va dire, son univers intime. Tout est rangé, tout est... Comme souvent chez les personnes âgées, c'est parfaitement... comme s'il n'y avait plus d'activité déjà depuis longtemps, tout est parfaitement taillé au cordeau. Mais tu regardes ça avec... On essaie de t'imaginer aussi, parce que tu n'y vas pas pour faire 3 images et tu t'en vas. Tu restes beaucoup, tu t'imprègnes, tu te souviens, parce que c'est un livre de... Est-ce que c'est un livre de deuil, par exemple? C'est un peu un livre hommage aussi. En fait, il y a une fleur vers la fin de la série. C'est une fleur que j'ai posée sur sa table et que je photographiais au fur et à mesure que je voyais la fleur changer. Et donc le livre, si on peut revenir au tout début, il a une séquence qui est assez marquée. Parce qu'en fait, j'ai du mal à montrer ce travail comme ça. J'ai besoin de le montrer en livre, en fait. Pour moi, ça ne marche qu'avec l'histoire qui va avec. Donc, c'est toujours comme ça. Il y a la fleur, il y a un petit texte, il y a une image toute seule et il y a un triptyque. Et donc, jusqu'à la fin du livre, c'est comme ça. Le texte, c'est toi qui l'as fait? Oui. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, ça, pour moi, ça manque quelque chose quand il n'y a pas l'histoire. C'est vraiment un travail qui marche en dialogue, image et texte. Et à chaque fois, quand j'essaye de le montrer en dehors du livre, j'ai du mal. J'ai passé pas mal de temps quand tu m'as dit non, montre les images, c'est important de les voir, les photos. Non, mais je comprends, c'est un livre concept en fait. Ça fonctionne dans son dépliement, dans son déploiement, hein, pas nécessairement au mur. Est-ce que c'est, puisqu'on est parti de là avec insécurité, est-ce que c'est aussi, je veux dire, plus fondamentalement, au-delà même de l'expérience vécue, dans tes interrogations esthétiques, est-ce que c'est aussi quelque chose sur l'enfermement, cette espèce d'espace dans lequel on est confiné finalement? Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est tout à fait ça en fait. Et dans le livre, je parle de ça, surtout quand je raconte son histoire à la fin, les 6 derniers mois où elle bougeait plus. Son seul échappatoire, c'était la fenêtre. Elle regardait par la fenêtre et elle voyait la vie qui se déroulait devant elle, soit où elle regardait la télé, ou elle parlait au téléphone. Et elle était vraiment enfermée dans cet appartement. Et même avant, elle était un peu enfermée en elle-même, parce qu'avec ses problèmes de santé, elle ne pouvait pas trop bouger, elle sortait, elle allait au coin de la rue pour aller au café, elle discutait un petit peu avec des gens avec qui elle prenait un petit café, et c'est tout. Elle avait une sœur qui venait la voir de temps en temps, mais à la fin, elle ne pouvait plus venir la voir non plus, parce qu'elle était trop âgée aussi. Mais tu as dû faire beaucoup plus de photos, j'imagine que tu as tout photographié, ou pratiquement, non? Pas beaucoup. Non, vraiment? Un petit peu plus, mais pas beaucoup. Non, c'était vraiment... Par exemple, la cuisine est absente, il y a pas mal de choses absentes, cuisine, salle de bain, etc. La salle de bain, je n'ai pas photographié, non, mais la cuisine, elle apparaît. Oui. C'est, en fait, le livre, quand il s'ouvre, c'est... Le premier triptyque, c'est des grands... C'est des fenêtres, non? Des grands angles, non, des... Oui, Oui, mais des panoramiques. on voit tout, on voit la cuisine, on voit le salon et la chambre, les 3 pièces qu'elle avait. Et à la fin, le livre, il se ferme sur les papiers peints. Donc, c'est le papier peint du salon et de sa chambre et le mur de sa cuisine. Mais ça, il a fallu que tu laisses décanter longtemps
ton regard, ou tu as eu l'idée de faire le livre, ou c'est imposé tout seul? Apparemment, il s'est imposé, ce livre. Oui, en fait, c'est quand je me suis dit je vais aller faire des photos, j'ai commencé à faire des photos comme ça, et au fur et à mesure, je me suis dit mais il manque quelque chose, il manque l'histoire. Donc j'ai commencé à prendre des notes, et ça a pris un petit moment quand même, pas tant que ça, parce que ça a été fait vraiment assez rapidement. En 3 mois, j'avais le livre en fait. Mais pendant ces 3 mois, j'étais vraiment dans cette histoire, et donc ça s'est construit au fur et à mesure, des brouillons qu'on jette, qu'on recommence. Alors on va voir le 4e opus qui est en cours et dont tu vas nous dire un mot, parce que c'est une autre entreprise bien différente, mais sur des lieux qui vont nous rappeler beaucoup de choses, puisqu'on a déjà parcouru pas mal d'images. Et puis c'est totalement inédit, donc merci de partager avec nous ce travail en cours intitulé « Les 1000 briques ». Alors, où allons-nous ou où n'allons-nous pas, je me dirais. En fait, ça, c'est une invitation. C'est un projet qui a été créé par Isabelle Marseille, qui est là parmi nous, psychologue qui travaille à la maison d'arrêt de Beauvais. Et en fait, ça faisait pas mal d'années qu'elle travaillait là-bas, et pendant, je pense que c'était 12 ans, c'était ça, Isa? Et elle avait entendu beaucoup d'histoires qu'elle trouvait dommage de le perdre avec la fin de la prison. Parce que la prison voilà, c'est ça l'histoire, c'est que comme squat, d'une certaine manière, il y a la fin d'une histoire, c'est le début d'une autre. Voilà, en fait, la prison, elle va être démolie. Ça va se fermer là, vers la fin de l'année, ça va être démoli. C'est une prison qui est en plein centre-ville. Et donc, on a construit une autre prison dans un lieu un peu plus éloigné. Et donc, Isabelle, elle voulait qu'on garde une trace de cette prison. Et donc, elle m'a proposé de venir travailler avec elle dans ces projets sur lesquels je suis actuellement en résidence avec Diaphane, pôle photographique en Normandie. Et donc, c'est un projet qui, pour l'instant, pour la phase de prise de vue, est soutenu par la DRAC et par la ville de Beauvais. Et donc, je suis encore en phase des prises de vue, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que cette invitation, elle est venue suite à une exposition que j'ai faite à Beauvais en 2012. C'était un travail qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais qui est sur mon site. C'est un travail que j'ai fait, c'était une commande aussi au Brésil, sur des paysans sans terre. Et il y avait beaucoup de portraits. Et donc Isabelle, elle m'a invitée à venir travailler avec elle, justement, parce qu'elle avait trouvé intéressant les portraits. Et quand on arrive à la prison, bon, déjà on a eu environ 1 année pour pouvoir recevoir toutes les autorisations pour faire ce travail. Et quand on arrive, on nous dit que c'est interdit de montrer des visages. Interdit de montrer des visages. Et alors que je venais justement pour faire des portraits. Donc ça a été un peu difficile au début, mais après je me suis dit que voilà, c'est une contrainte et un défi. Donc voilà, donc j'ai essayé dans ce travail bon, il y a toujours ce côté documentaire parce que c'est un lieu qui va disparaître quand même. Donc j'essaye de garder un petit peu les traces du lieu, mais il y a aussi un travail de mise en scène avec les gens, où j'essaye d'en tirer une certaine ambiance et montrer un petit peu cette attente qu'il y a dans cet endroit et des fois un peu les rapports entre les gens. Mais ça va plutôt dans la question de l'attente quand même. Donc ça revient un petit peu à la question de squat aussi.
il a des ouvertures un peu trompeuses, parce que toutes les portes s'ouvrent pour pouvoir faire ce travail. On n'arrête pas, on parlait des on n'arrête pas de voir des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des fenêtres qui s'ouvrent. Ça n'a jamais été un travail qui n'a jamais, chez toi, montré autant d'ouverture, alors qu'on est dans un lieu clos. C'est assez paradoxal. Les gens regardent dehors. Ça, tu as cherché je dirais des clés symboliques là, pour scander ce travail, où le portrait ne peut pas se faire finalement. Il y a aussi tout un rapport, tout un travail de dialogue avec les gens. Donc, je demande souvent qu'est-ce qu'ils font là, comment ils sont au quotidien dans ces lieux. Et c'est vrai qu'il y a pas mal qui regardent par la fenêtre. Et donc, quand j'ai commencé à faire les photos, on a souvent des réunions avec Fred et Adriana, qui sont les responsables chez Diaphane. Et donc, Fred m'a dit, mais tu vois, il y a toujours ces ouvertures. C'est peut-être quelque chose vraiment à explorer dans ce travail. Donc, c'est quelque chose qui est venu comme ça, sans trop de réflexion. C'est peut-être aussi le fait de rentrer dans ces lieux qui est assez angoissant quand même, et peut-être que ces sources de lumière nous attirent l'attention, je ne sais pas. Ce qui est étonnant, c'est que tu n'aies pas pris les portes qui permettent d'y rentrer, enfin les portes de passage. Là, tu as pris des pièces qui sont toutes dévouées apparemment à des activités particulières, qui sont des bureaux. Enfin, c'est le portrait de la prison, je comprends bien, mais tu n'as pas fait ces 10 portes, je ne vais pas remettre de porte à Soissons, mais qu'on franchit, parce que rentrer dans une prison, c'est sans fin. Et tu l'as pas pris ou tu l'as pas encore pris? Il y en a. Peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup là, parce que en fait, dans ma première sélection, j'ai une centaine de photos, un peu plus. Et là, il y a une trentaine. Donc, c'était juste pour montrer un petit peu le travail en cours. Donc, j'ai essayé de et ce qui est intéressant, c'est qu'en devant contourner, enfin pas contourner, en devant obéir d'une certaine manière à la règle de masquer les visages, il ne faut pas simplement faire l'image de cette contrainte, mais faire de cette contrainte une autre possibilité de raconter. Et là, on le voit très bien, les visages ne sont pas présents, mais à chaque fois, ce qui les remplace raconte quelque chose, soit un objet fétiche, soit une manière de jouer avec son propre visage. Comme la cabine, voilà, c'est comme l'extérieur, c'est aussi une fenêtre. Là, c'est un univers presque enfantin qui vient... voilà, c'est un doudou, hein, c'est quelque chose qui console. Hein. Et puis alors, il y a du mobilier aussi qui est pris avec... là, on parlait d'objectivité ou de style documentaire tout à l'heure. C'est presque des sculptures, tu les photographies comme des sculptures, ces équipements. Les 1000 briques, elles sont là, oui, les 1000 briques. Oui, voilà. Et en fait, les 1000 briques, c'est Isabelle qui connaît bien l'histoire. Moi, je connais pas trop, mais c'est dans une de ses interviews, il y avait quelqu'un qui disait que le jour où la prison serait détruite, il aurait prendre une des 1000 briques de la prison. Donc c'est de là que vient le titre. Et comme tu es sur le terrain en résidence, si j'ai bien compris, et qu'est-ce que maintenant que tu connais la prison, quand tu y vas pour la journée, je suppose, tu te dis j'ai envie de faire ça, ou tu tombes sur ce que tu rencontres, ou tu as une idée en tête en disant tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire je sais pas quoi, le bureau de machin, ou je ne sais. En fait, il y a quand même ce côté documentaire qui est très important, parce que voilà, c'est un lieu qui va disparaître. Ouais. Donc, j'ai eu droit à avoir l'accès au plan de la prison. Donc, je suis allée dans tous les endroits, j'ai tout photographié. Et après, voilà, il y a ce travail avec les gens, que c'est quelque chose à part. Et c'est un travail où je demande les gens de participer. Donc, je leur dis que je ne peux pas montrer le visage. Et il y a souvent des gens qui regrettent « Ah, j'aimerais bien avoir un portrait de moi et tout ».
mais bon, on ne peut pas. Donc, il y a cette contrainte et j'invite les gens à participer, à me proposer des choses. Donc là, le mec avec son bandeau en train de fumer, c'est lui qui m'a proposé de faire ça. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est un petit moment différent dans la prison. J'ai l'impression que ça plaît aux gens et donc ça me plaît aussi ces rapports humains qui existent dans ce travail. Avec ces femmes-là, par exemple, j'ai passé tout un après-midi. En fait, avec les femmes, c'est beaucoup plus simple parce que la surveillante me laisse dans la cellule avec et toute seule. Donc, je peux passer le temps que je veux avec les femmes, mais avec les hommes, il y a toujours des surveillants avec moi. Donc, c'est beaucoup plus souple le travail avec les femmes. Et là, à la fin, elle ne voulait pas que je sorte. À 5h30, il fallait partir. Non, madame, restez encore un petit peu. On va pouvoir discuter encore un peu et tout. Non. Ils n'ont plus de place pour t'accueillir une nuit ou deux? Il y avait un lit de libre, elle voulait que je reste. Alors, qu'est-ce qu'il en est dans certaines des scènes de la pose, éventuellement de la direction que tu peux opérer sur les personnages en leur demandant de... Là, en fait, c'était un moment d'attente. J'attendais pour faire une autre photo. J'attendais qu'un surveillant m'accompagne pour faire une autre photo. Et là, c'est la salle où les visites sont accueillies avant d'aller dans la salle dans le parloir. Et donc, cette femme, c'est une personne incarcérée qui travaille dans la prison. Et elle était là, en train de nettoyer comme ça. Et j'ai simplement demandé si je pouvais la prendre en photo comme ça et de reprendre cette pose-là. Et j'ai pris la photo. Donc, c'est ces petites choses qui nous arrivent comme ça. Et j'ai beaucoup de mal avec la mise en scène, en fait. Je me sens un peu maladroite au moment de diriger les gens. Donc, j'aime beaucoup quand des choses comme ça se passent et quand les gens me proposent des choses. Ce qui est assez amusant, c'est que là, la nécessité de masquer le visage, qui fait que te sont proposées souvent des poses de retournement, le personnage de dos, c'est quand même aussi une figure extrêmement courue dans la photographie contemporaine depuis une vingtaine d'années. Donc c'est assez drôle de voir qu'une contrainte qui t'est faite peut correspondre aussi quasiment à un choix que toi tu aurais pu faire d'un point de vue purement esthétique. Donc bon, si on n'a pas l'information, on peut tout à fait dire tiens, Andrea a eu envie de jouer avec des figures retournées ou des figures absorbées. Non, pas tout à fait ça. Mais la demande, je dirais, de la prison, c'est un portrait de cette prison qui va disparaître ou c'est toi qui as proposé ça? Dans quel sens c'est venu la Non, commande? c'est Isabelle Marseille qui travaille en tant que psychologue à la prison et qui rencontre ces gens et qui, en fait, c'était plutôt des gens qui avaient des petits soucis, qui avaient besoin de voir la psychologue, mais après, elle s'est dit que ça pourrait devenir quelque chose et elle a commencé à prendre des rendez-vous avec des volontaires en dehors des rendez-vous dans des séances normales. Et donc, elle demande aux gens de raconter un petit peu leur expérience dans cette prison, parler un peu de leur vie. Et donc, elle voulait, son désir, c'était de faire un livre. Avec ces témoignages. En fait, c'est pas qu'avec les personnes incarcérées, c'est aussi avec les gens qui travaillent dans la prison. Oui. Et elle souhaitait mettre des photos avec. Donc, mais l'idée à la base, c'était surtout des portraits. Et donc, ça s'est transformé à cause de cette contrainte. Parce que là aussi, je dirais, dans certaines sociétés, tu sais, quand tu veux disparaître chez certains Indiens, tu te mets la face contre le mur. Enfin, je veux dire, tu te tournes vers le mur et tu n'existes plus. Et plus personne ne peut te sortir de ta disparition. Et là, finalement, tu prends des gens dont c'est les murs qui vont disparaître, c'est pas les gens. Donc, on pourrait jouer justement là-dessus sur ces non-faces, si tu veux, qui sont en fait des poses. C'est ça qui est assez amusant. C'est vrai qu'il
il y a une esthétique aujourd'hui très forte. On prend beaucoup les gens de dos. Alors, je sais pas, c'est lié aussi, ça me frappe. Je suis en train de tourner un film pour la télévision, mais dans mon village. Et les questions qui ont été posées au début, c'était... même les agriculteurs m'ont demandé tout de suite, ont demandé à la réalisatrice, pas à moi, est-ce qu'il faut qu'on vous signe un droit à l'image? C'est les gens qui te demandent ça. Donc c'est une relation à la photo qui est très particulière. Je ne sais pas si cette question t'a été posée, parce que ça veut dire que c'est l'image de soi aussi qu'on met en question. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle je ne pense pas beaucoup et on n'a jamais parlé de ça. Je ne sais pas comment ça... J'ai aucune autorisation. Et même pour Translitorânea, c'était un peu ça. Au début, on me disait, mais si tu veux faire un livre, il faut que tu fasses des autorisations et tout. Mais ça cassait complètement l'histoire. Les gens, ça changeait tout de suite. Ça donne une dimension contractuelle qui efface la générosité ou la gratuité du geste. En regardant cette image, je pense bien sûr à la femme aux clés qu'on a vue au tout début de la séance, dans l'insécurité. Et est-ce que, plus ou moins consciemment, tu as des personnages qui reviennent comme ça à travers les thèmes, des physionomies, des attitudes qui, au-delà du sujet et sa singularité, fait qu'on est un peu chez toi. C'est-à-dire que tu peuples tu fabriques ton propre peuple. Tu as le sentiment aussi de retrouver des personnages qui te seraient propres à ta sensibilité. J'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai que il y a les clés. Je n'avais pas fait le lien avec cette image-là. Oui, si on mélangeait les corpus, je pense qu'il y a des familles de personnages qui pourraient se composer. Non, en fait, ça vient inconsciemment, je pense, parce que des fois, je me rends compte je fais une image et je me dis, mais ça me dit quelque chose, mais je ne fais pas exprès Non. Et là, finalement, on assiste à une sorte de variation de posture, parce que pour pas que ton corpus d'images soit répétitif, tu leur demandes de te proposer des solutions, mais chaque image doit être une forme de solution qui doit être élégante, intéressante, documentaire quand même, jusqu'à épuisement de l'inspiration. C'est pas facile. Et là, c'est un départ. Donc, on a commencé la série par l'arrivée. En fait, on a le mur où les gens sont photographiés quand ils arrivent. Oui, parce que c'était une drôle d'image qu'on a vu tout à l'heure. On va peut-être les repasser. On pouvait s'interroger sur la signification de ce bandeau, enfin pas de ce bandeau, de cette échelle numérotée. Et qui en dit peut-être d'ailleurs beaucoup aussi sur l'état des prisons, tout simplement. Parce que si c'est ça l'appareil administratif qui consiste à donner la taille des gens, c'est fait au stylo feutre, ça. Oui. C'est incroyable. C'est du matériel administratif. C'est ça. Et donc là, pour l'instant, la série elle est en train de se faire. Là, ce que je vous montre, c'est un essai de suite, mais ça fait combien de temps? J'ai commencé ce travail en octobre de l'année dernière. J'ai travaillé là-bas octobre-novembre. Et là, je suis allée au mois de juin-juillet. Et là, je reviens encore ce mois-ci. Mais là, j'ai fait le plus gros du travail déjà, je pense. Il me manquait quelques petites images et après, on va rentrer dans la partie post-production. Mettre tout ça parce qu'en fait, il y a peut-être un historien qui travaille sur des prisons qui va travailler avec nous aussi. Donc, il y a les entretiens d'Isabelle Marseille, et il y a les photos, et donc il faut qu'on travaille maintenant pour faire en sorte que ces trois écritures dialoguent.
Mais je pense par exemple au livre qui est sorti l'an dernier sur l'asile de Cherbourg, de Mathieu Pernaut et d'un autre auteur aussi, il y a 2 confrontations, qui étaient radicalement différents, puisqu'il s'agissait dans cet ouvrage d'aller chercher les archives photographiques de l'institution et de les faire parler. Et donc de préempter d'une certaine manière le vernaculaire pour en faire un livre. Là, par contre, c'est ton regard qui entre et qui documente. Mais est-ce qu'il y a des archives tu as eu l'occasion de voir, puisqu'on voit beaucoup de papiers là. Oui, j'étais intéressée par ça, mais en fait, il n'y a pas grand-chose. Il y avait un des surveillants qui m'a donné quelques fichiers numériques. Et c'est vraiment très, très peu ce qu'ils ont là-bas. Et en fait, tous les fichiers, toutes les archives papier, elles ont disparu. Et on ne sait pas où ils sont passés. Et donc, ce qu'il y avait en numérique, c'est des images pas datées. C'est vraiment difficile de faire quelque chose avec. Mais l'historien qui va travailler avec nous, c'est d'ailleurs... bon, c'est peut-être... il est venu voir déjà la prison, on s'est rencontrés. Et c'est Philippe Artière qui a travaillé avec Mathieu Pernaut. Oui, c'est ça. Et donc, il est intéressé justement... c'est Philippe Artière. C'est Philippe oui, donc Artière. Je citais le livre avec Mathieu Pernaut sans savoir que... Oui, parce que là, c'est vraiment une démarche totalement différente, inverse. Mais il s'intéresse à tout ce qui est archives. Et donc, il nous a demandé justement si on avait le moyen de trouver des traces. Mais au niveau image, il n'y a pas grand-chose. On va peut-être pouvoir exploiter un petit peu le côté textuel. Donc, on va voir. J'aime beaucoup cette image d'un faux mur, comme on faisait des tableaux en faux bois. Un décor de Barbizon. Un décor absolument incroyable. Oui, ça, c'est dans les ateliers qu'ils ont à la prison, où ils ont des petites formations. Et là, c'était une formation... Peintre. Pas peintre, maçon, oui. Ah, oui, maçon. Je trouve que c'est une image qui est pourtant relativement sobre par rapport à tous les personnages qu'on a rencontrés ce soir, mais qui est aussi assez emblématique. Ouverture, fermeture, mur, faux mur. Il y a quand même dans ton travail aussi cette circulation entre la réalité de la présence, et puis on voyait tout à l'heure les cadres qui donnaient, enfin les fenêtres qui donnaient sur la mer, qui faisaient paysage. La question quand même de l'illusion, hein, quand on fait de la photographie, le réel il échappe souvent. Avant qu'on propose peut-être à la salle de te poser des questions, on n'a pas montré tout ton travail, puisque tu évoquais le travail sur les Santerres, mais j'ai aussi souvenir d'une exposition à Toulon où tu as photographié des portraits avec le paysage auquel rêvaient les gens. Donc c'est aussi une manière de penser la présence et après la prison, là, tu as déjà des idées ou tu attends finalement l'occasion? Portraits de Paris aussi. Tu as fait des portraits de Paris? J'ai fait des photos dans Paris, oui, mais ça, j'ai jamais montré. Ben voilà un projet qui court. Merci. Alors, peut-être certains et certaines d'entre vous ont des questions, des remarques à propos de tout ce que André a bien voulu nous montrer de ces différents projets et réalisations, enfin la projet en l'occurrence, mais réalisations. Donc on a un micro, je crois, qui peut circuler. Les séries précédentes nous avaient tranquillement installés dans un carré et ma question c'est évidemment qu'est-ce que vient faire le rectangle là? Enfin, qu'est-ce que vient faire, pardon. Qu'est-ce qu'on peut en dire, quoi? J'ai pas très bien compris. On est passé question. au rectangle là. On a des c'est images ça. rectangulaires. Oui. Oui. Alors on n'a vu que des carrés jusqu'à présent. Voilà, en fait, j'avais un peu de mal avec les carrés et la prison. Je me disais que ça faisait quand même trop. Et donc, c'est vrai que j'avais un peu envie de respirer un peu plus aussi au bout d'un moment. Les carrés, j'aime beaucoup pour le portrait, mais après, pour des espaces, ça fait un peu trop restreint. Et donc, j'ai eu envie de changer un peu. Et là, je suis aussi 7. C'est toujours du moyen format, mais donc ça ouvre un peu plus. Oui, bonsoir, Andrea. Pareil, on ne va pas se reconnaître. Juste sur la dernière série, je voulais savoir si c'était un travail en liberté ou si c'était un travail sous droit de regard. J'ai pas très bien compris, désolée.
c'est un travail en liberté ou c'est un travail Sous le droit de regard de l'administration. En fait, au début, il fallait que je monte les photos à chaque fois que je sortais de la prison. Mais comme j'ai travaillé en argentique, c'est la ruse. Ça n'a pas marché. Mais je suis revenue avec les images après pour montrer au directeur. Mais il ne m'a pas demandé. En fait, au début, c'était vraiment un peu... Voilà. Il y avait une distance, mais au fur et à mesure que je venais dans la prison, j'arrivais à avoir un petit peu plus de liberté avec le directeur. Et à la fin, il disait, Andrea, elle a carte blanche, elle peut aller où elle veut. Les surveillants ne voulaient pas m'amener par-ci, par-là. Et je disais, non, mais le directeur, il dit que oui. Et donc, ils allaient vérifier. Non, Andrea, elle a carte blanche. Donc, à la fin, ça s'est vraiment bien passé. Et je pouvais même laisser mon matériel photo dans son bureau. Et en fait, je pense qu'il va prendre sa retraite. Il sait que cet endroit ne va plus exister. Et je pense qu'il doit penser qu'ils n'ont rien à craindre. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pense vraiment. Si ça va être quelque chose pour la mémoire. Si on fait un travail pour la mémoire de cet endroit. C'est ça aussi, mais ce n'est pas tout à fait ça. Je ne sais pas, mais je suis venue avec les petits tirages, les 100 tirages que j'ai choisis. Et bon, il y a certaines photos qu'il a trouvées un peu bizarres. Mais tu vois, on montre les gens comme ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est bon. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de souci. Donc une vraie liberté quand même aujourd'hui de travailler. Voilà. Oui, surtout parce qu'on entend, de ce qu'on entend parler, c'est pas vraiment facile d'accéder à ces endroits. Et Philippe Artière, d'ailleurs, il dit ça. Il dit, surtout quand on est chercheur, c'est vraiment compliqué. Pour les artistes, c'est peut-être un peu plus simple parce que voilà, on fait des images. On dit pas, peut-être qu'on dit pas assez, je sais pas. Mais bon, pendant 1 an, quand même, on a dû attendre pour avoir l'autorisation. Donc, ça montre qu'il y a plusieurs couches de... Oui, quand on voit les images, on a toujours l'impression que c'est fait comme ça, alors qu'il y a une tractation, il y a une préparation. Les images arrivent finalement après un long chemin. Oui, et après, il y a toute la question des financements aussi. C'est pas forcément évident. Donc, il faut demander par-ci, par-là, il faut trouver des stratégies. Donc, pour l'instant, on a eu des financements pour les prises de vue. On compte faire un livre, une expo, mais pour l'instant, on n'a pas les subventions pour ça. Donc, c'est fait, les choses sont faites petit à petit. Merci, bonsoir Nathalie Baucher-Lenoir. J'aimerais que tu nous parles de la façon dont tu édites ton travail. Ça, c'est quelque chose que... Pour Squat, ça a été vraiment simple. Je savais vraiment quoi faire. Mais dans les autres séries, j'ai un peu de mal. Surtout quand c'est l'accumulation d'images. Et surtout quand il y a des histoires. C'est une chose... avec Michel, on a déjà discuté un petit peu. Des fois, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à faire la sélection. Parce que je m'attache beaucoup aux images, surtout aux histoires. Donc, surtout quand il y a des portraits, qu'il y a des gens, des fois, c'est pas forcément un bon portrait, mais j'ai vécu quelque chose de tellement intense avec la personne que pour moi, la photo, elle est bonne, mais quelqu'un d'autre qui connaît pas l'histoire le voit et dit, mais cette photo-là, c'est pas... Donc, j'ai besoin de temps. J'arrive pas. C'est pour ça aussi que mes projets, là, on les voit en séquence, mais en fait, ça s'enchaîne pas, ça se mélange à chaque fois. En fait, j'ai fini jamais un projet avant de commencer l'autre. J'ai toujours besoin de temps pour laisser les images se reposer, décanter et revenir plus tard. Mais bon, je pense qu'à partir du moment où je pense une édition, par exemple pour le catalogue de l'expo au Brésil,
voilà, j'ai choisi, je les ai mis en page, c'est bon, c'est là. Mais pendant que j'ai pas cet objet qui est le livre ou le catalogue, les images, elles sont volantes. Je change l'ordre, je change le choix. Je pense que le livre, c'est quelque chose de très important quand même. Ça nous aide à finir quelque chose. Au moins, c'est ce que je ressens jusqu'à présent. Squat, il n'a pas été publié encore, mais il est fini. Je sais que c'est ça. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Alors que les autres, insécurité, insécurité et translitorane, c'est pas tout à fait prêt pour moi. Oui, puis pour compléter, ce que tu disais tout à l'heure était intéressant par rapport à l'idée de l'édition. Alors on comprend bien quand il y a un projet, ça aide, ça donne un cadre, mais il y a aussi des projets, je dirais, qui se métamorphosent. Par exemple, une exposition ou un livre, ça va être 30 ou 40 images, mais il y en a beaucoup plus. Ce corpus résiduel n'est pas abandonné, comme on dirait, on ne le publie pas comme un reportage, on le laisse tomber. Il va revenir à un moment donné sur un autre projet. Et ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est vrai que quel que soit le type de pratique photographique, le choix, l'édition, l'editing, comme on veut l'appeler, c'est une partie absolument intégrante du travail, définitivement intégrante. Mais je crois qu'il ne faut pas toujours la penser comme définitive. Il faut donner une chance aux images. Et tu dis que tu donnes du temps aux images. J'ai même entendu des photographes dire qu'il fallait les avoir oubliées pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, pour y revenir. C'est pour ça que le photographe fait partie de ces quasiment, oui, c'est pour moi un peu les seuls artistes qui sont capables de travailler sur leurs propres archives en permanence. Elles sont toujours vivantes. Hein, et là, par exemple, Christian Milovanov sort un livre sur les bureaux qui était partie intégrante du corpus de la Datar de 84, dont il n'avait jamais fait un livre. Voilà. Et on retravaille toujours, quand on est photographe, sur cette archive, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, et c'est je crois, qu'une composante du travail photographique, vraiment, qui n'est pas assez mis en avant quand on pense toujours que c'est vite fait, vite choisi, qu'il y a un œil de professionnel derrière. Mais voilà, les images ont plusieurs chances d'apparaître, ou de disparaître d'ailleurs. Oui, mais je pense qu'on peut revenir plus tard, mais on a quand même besoin de... Moi, au moins, en ces moments, je sens que j'ai besoin d'un peu boucler les choses. J'ai l'impression d'être immergée dans plusieurs choses différentes, parce que tout est en projet, en fait. J'ai un projet de livre pour Squat, j'ai un projet de livre, voilà, ça c'est prêt. J'ai un projet de livre pour Translitorane, un projet de livre pour Insécurité, et maintenant il y a le projet de la prison. Il y a déjà un nouveau projet qui est en tête, que je vais commencer là au mois de novembre au Brésil. Il y a des photos que tu connais un peu, que j'ai fait à Amsterdam, que j'aimerais faire quelque chose. Donc, des fois, je sens que voilà, il faut commencer à arrêter un peu les choses pour commencer des nouvelles. Et c'est ça un peu la difficulté, c'est que les choses arrivent, les choses nous arrivent, et voilà, ça donne envie d'aller vers le nouveau aussi. Oui, enfin moi j'ai été frappée par le fil conducteur très fort, hein, qui a tenu toute la soirée, et puis par ta manière de photographier les lieux, d'être captivée par les lieux, et puis cette relation aussi entre les gens et les lieux. Enfin, je trouve que c'est quelque chose qui est passionnant dans ton travail. Sinon, j'avais une question qui était très précise concernant la prison, parce qu'en fait tu nous as montré ces gens dans cette prison qui, tu me l'avais dit, était une prison enfin pas qui tombe en ruine, mais enfin en tout cas où les locaux sont très très dégradés. Mais je voulais savoir si les gens qui sont emprisonnés là ont de la nostalgie par rapport à l'idée de quitter leur prison pour une prison très fonctionnelle et qui sera sans doute beaucoup moins conviviale entre plein de guillemets, hein. Voilà, je voulais savoir s'il y avait cette idée de nostalgie. Oui, justement, il y a ça.
C'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux aussi. C'est que bon, j'étais jamais rentrée dans une prison et je m'attendais à quelque chose de très sobre. Et donc j'arrive là-bas, toutes ces couleurs, ces carrelages. Il y avait quelque chose, il y avait un côté maison quand même. Et pour certaines personnes, ça les fait peur aussi de quitter cet endroit qui est petit. Ils ont des rapports, des proximités avec les surveillants. La surveillante, elle est toute seule là, avec les 3 étages du quartier femmes, par exemple. Donc elle connaît toutes les personnes qui sont là. Elles ont du temps pour discuter quand même. Alors que dans la grande prison, ça ne va pas être comme ça. Il y a même les surveillants qui sont un peu nostalgiques par rapport à ça. Et des gens qui ont travaillé des longues années dans cette prison. Et voilà, après, c'est la question de la localisation aussi. C'est en plein centre-ville de Beauvais, donc c'est pas compliqué pour recevoir des visites, alors qu'ils vont aller dans un endroit qui est un peu excentré. Ça va être un peu plus difficile pour les gens aller le voir. Donc ça c'est quelque chose qui dérange les gens là-bas, ça c'est sûr. Tu as fait aucune photo de la prison extérieure, c'est volontaire ou... En fait, c'est des photos qui me manquent. Ah bon? Oui. La prochaine fois, j'irai pour faire des photos de l'extérieur. J'en ai quelques-unes, mais j'ai pas mis là, mais très peu. Et la prochaine fois, c'est... En fait, la partie avec les gens, c'est fini déjà. Ça va être plutôt les extérieurs. Merci Andrea Eschenberger pour cette présentation de tout ce travail en cours et puis j'espère qu'on trouvera bientôt des livres. Merci en tout cas à tous. Juste une annonce. Chez quel éditeur va paraître ton ouvrage sur la vieille dame? J'ai pas d'éditeur. On n'a pas appel aux éditeurs. J'aimerais bien en avoir. Je croyais qu'il était trouvé. S'il y a des éditeurs. Merci bien. À très bientôt pour une prochaine séance des entretiens.